Évolution des méthodes géophysiques pour l'étude des sites du Néolithique. L'utilisation des méthodes de prospection géophysique a connu un développement notable durant ces 25 dernières années, notamment pour la prospection des sites historiques. Bien que ce type d'outil soit moins employé pour les sites de la préhistoire récente de par la nature des vestiges, un certain nombre de problématiques peuvent cependant être efficacement traitées. Cette discipline scientifique a également connu d'importantes évolutions aussi bien en termes de matériel que de techniques de traitement ou de visualisation de données. Ces améliorations constantes ont rendu la géophysique plus abordable pour un non-spécialiste entraînant, de ce fait, une certaine appropriation de cet outil par l'archéologue. Par l'intermédiaire des cas concrets réalisés sur des sites néolithiques en France, aussi bien en archéologie préventive que programmée, les évolutions marquantes de ces 25 dernières années seront évoquées. On verra également que la géophysique ne se limite pas qu'à la reconnaissance archéologique. Des problèmes liés au paléo-environnement ou à la caractérisation de phénomènes anthropiques directement sur surface décapée seront abordés, montrant ainsi les multiples applications de la géophysique et ses différentes échelles d'observation. Ci-dessus quelques mots-clés. Prospection géophysique, instrumentation, traitement de données, visualisation, géomorphologie, surface décapée. Les méthodes géophysiques et en particulier les méthodes électriques et magnétiques sont de nos jours relativement bien connues des archéologues, notamment pour la prospection des sites historiques. L'emploi de la géophysique dans un but de détection des vestiges archéologiques constitue l'application la plus évidente et la plus couramment utilisée. Elle permet d'obtenir, dans des cas favorables, une vision globale du site que nous allons voir à la figure 1. Bien qu'a priori, les sites de la préhistoire récente semblent un peu moins propices à ce type d'études, de par la nature même des vestiges, un certain nombre de problématiques peuvent être efficacement traitées par l'outil géophysique. Abonnez-vous. La géophysique appliquée à l'archéologie peut être considérée comme une discipline relativement récente. Bien que quelques tentatives soient connues dès 1934 avec le comte Robert du Mesnil du Buisson, dans S en 2000, les premières véritables expériences ont eu lieu en Angleterre avec Richard Atkinson en 1946, dans Atkinson 1952, pour la prospection électrique, puis Martin Aitken en 1957, Aitken 1958 et ses travaux sur la prospection magnétique. En France, Albert Hess, dès les années 1960, suivi d'Alain Tabak, ont été les premiers à s'intéresser véritablement à ces problématiques et ont contribué de manière significative au développement de cette discipline en France et à l'étranger. Sur l'image, nous pouvons voir la figure 1 qui représente la prospection magnétique sur l'ancien néolithique de Goulet, entre parenthèses dans l'Orne. L'étude géophysique avait été réalisée pour suivre le fossé de l'enceinte partiellement fouillé dans un cadre préventif, autoroute A88. Elle avait de plus mis en évidence deux bâtiments datés du néolithique moyen. Ici, la vue aérienne de la fouille du bâtiment sud, prospection géophysique et photo aérienne de Hulin. Comme dans tout domaine scientifique, la géophysique a connu des développements et des améliorations continues.
Cet article tente de dresser un rapide tableau de différentes évolutions qui ont marqué cette discipline durant ces 25 dernières années, en s'appuyant sur des cas concrets réalisés sur des sites néolithiques en France uniquement, bien que des applications importantes aient été réalisées dans d'autres pays, notamment sur les terrains lossiques d'Europe centrale, pour la détection des enclos fossoyés néolithiques, Becker en 1995, Neubauer en 1997, Fassbinder en 2001, en 2011, ou bien encore sur les sites d'habitat rubané, Fröhlich en 2005, Seil et Posselt en 2007. Évolution technique, le matériel. Bien évidemment, lorsque l'on pense à l'évolution d'une méthode scientifique telle que la géophysique, on pense en premier lieu aux progrès instrumentaux. Il n'est pas question ici de dresser toutes les évolutions techniques de différents appareils de mesure, mais d'évoquer les grandes avancées technologiques qui ont eu lieu. La prise de mesure géophysique est régie par deux principaux critères techniques que sont la résolution et le taux d'échantillonnage. Avec les progrès de l'électronique, ces deux facteurs se sont tous les deux fortement améliorés. Pour prendre l'exemple de la prospection magnétique, depuis les magnétomètres à protons des années 1960, la précision de mesure est passée du nanotela, unité de mesure du champ magnétique, au dixième voire centième de nanotela, avec la plupart des magnétomètres utilisés de manière courante. Certains capteurs actuels peuvent atteindre le picotela, soit le millième de nanotela, notamment pour certains magnétomètres à pompage optique ou encore ceux basés sur la technologie SQUID, par Becker en 1995, Schwaller en 2001. De même, alors qu'il fallait plusieurs secondes pour la prise d'un seul point auparavant, il est désormais possible de prendre plusieurs dizaines de points par seconde. Cette dernière évolution a considérablement modifié les possibilités offertes par la géophysique puisqu'elle permet d'envisager une prise de points en quasi continu et ainsi de couvrir des surfaces plus grandes dans un temps moindre. Cependant, même si les progrès technologiques en matière d'appareillage géophysique ont été déterminants et que des seuils de détectabilité ont été successivement franchis, le facteur limitant aujourd'hui est le sol lui-même. Développé par Jordan en 2009, Hulin et Simon en 2012. Le bruit de sol est une source importante de bruit résultant du caractère hétérogène du sol d'une part et de la microtopographie irrégulière de la surface d'autre part, entre parenthèses sillons de labour, microdépression naturelle, etc. Or, il s'avère que dans la majorité des cas, ce bruit de sol peut être largement supérieur aux plus faibles anomalies d'origine archéologique, ce qui les rend par conséquent totalement indétectables, même avec les plus précis des appareils. De plus, un problème majeur réside dans la diffusion de ces nouveaux appareils du fait d'un coût généralement élevé et de contraintes inhérentes aux innovations méthodologiques qui peuvent difficilement être prises en charge par l'archéologie. Ainsi, les appareils utilisés de manière courante sont souvent issus de développements relativement anciens dédiés à d'autres applications. Pour reprendre l'exemple de la prospection magnétique, l'appareil standard le plus précis employé à l'heure actuelle est un magnétomètre à pompage optique, initialement développé pour la recherche des sous-marins puis appliqué à la prospection archéologique. La figure 2 sur l'image montre la comparaison de deux configurations en prospection magnétique sur l'enceinte néolithique des Villers-Carbonel dans la Somme. Les anomalies fortes correspondent à des vestiges de la Première Guerre mondiale, de la prospection géophysique par Hulin. Afin d'améliorer la qualité des données, d'autres voies sont à investiguer.
Les progrès en matière de positionnement géographique de la mesure géophysique constituent certainement la plus intéressante des évolutions instrumentales de ces dernières années. L'apparition de la technologie GPS et surtout son accessibilité croissante permettent à l'heure actuelle d'obtenir un positionnement de l'ordre du centimètre et ce en temps réel. Le gain en termes de temps et de qualité par rapport à une prospection réalisée par un carroyage préimplanté est particulièrement conséquent. De tous ces développements découle la possibilité de mettre en œuvre des systèmes de mesure tractés. La totalité des méthodes fréquemment employées en archéologie sont désormais utilisées de cette manière avec une prise de mesure en quasi continu. On passe par exemple au système de mesure électrique multi-électrode développé par le Centre de recherche géophysique de Garchis, puis l'UMR SISIF dès la fin des années 1980, système RATO, MUSEP puis ARP, permettant d'investiguer différentes épaisseurs des sols en un seul passage. Tous ces différents développements ont eu pour conséquence d'améliorer considérablement la qualité et d'augmenter la quantité des données géophysiques, permettant d'évoluer progressivement vers la prospection de surfaces plus grandes. Les progrès dans les performances des systèmes de mesure et de localisation ne peuvent cependant lever les difficultés liées au choix de la méthode elle-même et aux limitations inhérentes à son principe physique. Ce choix doit dépendre de trois facteurs que sont là où les problématiques archéologiques, les conditions environnementales, entre parenthèses géologie, pédologie, perturbations externes, notamment magnétiques, etc. Et en dernier lieu, l'aspect économique. De plus, pour une même méthode, plusieurs configurations peuvent être mises en œuvre et ne donneront pas forcément des résultats équivalents. Par exemple, la figure 2 montre clairement la différence entre deux configurations de capteurs. Bien qu'il s'agisse dans les deux cas d'une prospection magnétique, la carte de champ total différentiel, communément appelée gradient ou pseudo-gradient vertical, ne permet pas de distinguer clairement la suite du fossé de l'enceinte néolithique contrairement à la mesure du champ total. Cette différence de réponse est essentiellement liée à la forme et à la profondeur de la structure archéologique recherchée. Or, il est important de signaler que la plupart des prospections magnétiques sont réalisées avec une telle configuration, souvent pour des raisons pratiques, notamment pour la réjection des variations temporelles du champ magnétique terrestre, mais parfois au détriment du résultat scientifique. L'expérience du géophysicien en fonction de certains types de sols et des problématiques archéologiques sera déterminante pour effectuer un choix optimal. Évolution technique, le traitement et la visualisation. En parallèle à ce développement instrumental, des progrès tout aussi importants, voire même plus importants, ont été réalisés en termes de traitement et de visualisation des données géophysiques. La possibilité d'acquérir des données avec un échantillonnage plus élevé et donc en plus grande quantité n'aurait eu de bénéfice sans les progrès informatiques. Ceux-ci ont notamment permis d'implémenter les algorithmes nécessaires aux diverses phases du traitement de données et d'accélérer considérablement le temps et la qualité de cette étape primordiale. Depuis les premières prospections retranscrites en carte de densité, de points ou en courbe d'isovaleur, la visualisation des données a également bénéficié de ces avancées en offrant désormais un meilleur rendu visuel et donc une interprétation plus fine de ces cartes. La figure 3 montre ainsi deux traitements différents réalisés sur un même jeu de données acquis en 1987 sur le site de Balloy en Seine-et-Marne à l'aide d'un prototype de prospection électrique tractée entre parenthèses système RATO sur une surface d'1 hectare environ.
Même si l'information principale reste identique sur les deux cartes en permettant de visualiser deux enclos de type passé, il est évident que le rendu et la finesse de l'image sont notablement améliorés en utilisant les techniques actuelles et permettent de discerner des anomalies plus fines. On voit donc ici clairement que le gain ne vient pas d'une amélioration liée à l'instrumentation puisque les données initiales sont identiques, mais bien liées aux techniques de traitement et de visualisation. Enfin, les années 2000 ont vu l'arrivée des systèmes d'information géographique. Cet outil informatique offre de nouvelles possibilités de traitement de données et une mise en relation accrue des différentes couches d'informations géoréférencées, permettant d'affiner considérablement la phase d'interprétation des cartes géophysiques. De nombreux exemples montrent l'intérêt d'une telle approche. Neubayer en 2004 et Dwame en 2006. À l'image, nous voyons la figure 3, qui est la comparaison de deux traitements de données. Prospection électrique sur le site de Baloy en Seine-et-Marne. La bande à gauche, plus bruitée, est liée à un problème d'acquisition. Évolution des approches. Les quelques exemples présentés ci-dessus montrent l'intérêt déjà bien connu de la géophysique pour la reconnaissance des vestiges archéologiques les plus conséquents, que ce soit en préalable à la fouille ou bien alors en dehors de l'emprise de fouille, dans le but de cerner les limites d'un site et le replacer dans un environnement plus vaste. Cependant, d'autres applications non moins intéressantes peuvent être mises en œuvre. Ainsi, certaines techniques géophysiques bien connues peuvent également apporter des éléments pertinents sur les aspects paléo-environnementaux, notamment dans les contextes de fonds de vallée. L'exemple du site d'Alizé dans l'Eure, situé en vallée de la Seine, est une parfaite illustration de ce domaine d'application. Illustré à la figure 4. Sur une surface de 36 hectares, sur et autour des zones de fouille, deux méthodes géophysiques basées sur la mesure de conductivité électrique, entre parenthèses inverse de la résistivité, ont été mises en œuvre. En collaboration avec l'étude géomorphologique, il a été possible d'apporter des éléments de compréhension forts sur les processus morpho-sédimentaires de la plaine alluviale et de replacer les occupations humaines dans un cadre environnemental précis. La première approche géophysique visait à réaliser une cartographie électromagnétique extensive. La carte ainsi obtenue fournit une vision en plan des variations de conductivité électrique du sol sur une épaisseur de 5 à 6 mètres. Or, dans ce type de contexte, la conductivité électrique est principalement reliée à la teneur en argile. Ainsi, les zones conductrices, en bleu sur la carte, indiquent les sols riches en argile et à contrario, les zones résistantes, en rouge, sont synonymes des sols à fraction plus grossière. Il devient alors possible de relier variations géophysiques et variations pédologiques et de proposer, en collaboration avec le géomorphologue, un modèle en discernant les grands ensembles géomorphologiques matérialisés, dans ce cas, par des montiles et des paléochénaux. Dans un second temps, des coupes de tomographie électrique ont été réalisées afin notamment de préciser la profondeur du toit de la Grave. Entre parenthèses, étude en collaboration avec Vimou, LGP Meudon. Cette technique permet de déterminer la distribution spatiale de la résistivité électrique en profondeur. Elle offre ainsi une vision en coupe des grands ensembles géomorphologiques qu'il serait difficilement concevable d'appréhender par les moyens mécaniques standards, entre parenthèses transect, à l'appel mécanique ou carottage. Insistons sur le caractère interdisciplinaire de cette approche.
seule une étroite collaboration entre archéologues, géomorphologues et géophysiciens peut permettre d'interpréter correctement de telles données géophysiques et de tendre vers une vision réaliste des paléo-environnements. Ici à l'image, justement la figure 3, qui montre les zones en rouge, des zones en bleu, des zones intermédiaires. La figure 4 également, qui est un exemple d'étude géophysique à objectif paléo-environnemental réalisée à Alizé dans l'Eure. Extrait de la carte électromagnétique et coupe électrique, fond IGN. Enfin, à une toute autre échelle, la géophysique peut également être mise en œuvre directement sur surface décapée au cours de la fouille. La démarche est ici tout autre, puisqu'elle vise à la caractérisation des niveaux de sol et des structures archéologiques par le biais des paramètres magnétiques. En effet, certaines activités humaines sont connues pour modifier la teneur et la composition des exsudes de fer dans les sols et par conséquent leurs propriétés magnétiques. La chauffe par exemple, un foyer ou l'incendie d'un bâtiment compte parmi les activités ayant une forte incidence sur les propriétés magnétiques du sol. La présence de matière organique joue également un rôle sur les conditions de formation de ces oxydes de fer. Bien que son action soit moins marquée que la chauffe, l'omniprésence de la matière organique sur les sites archéologiques lui confère une place particulière. Ainsi, la mesure de paramètres magnétiques peut livrer de précieux indices sur différentes activités d'origine humaine. Cette caractérisation magnétique vient alors s'ajouter aux observations faites par l'archéologue sur le terrain, permettant ainsi de mieux appréhender tout ou partie du site archéologique. La caractéristique première de ce type d'étude est que les mesures sont réalisées sur surface décapée. Cela offre deux avantages majeurs. En premier lieu, cela permet de se rapprocher des niveaux archéologiques et d'obtenir ainsi un signal plus fort. Ensuite, le décapage des horizons superficiels élimine une source importante de bruit magnétique, entre parenthèses phénomène de bruit de sol. Ainsi, l'étude sur surface décapée permet de réaliser des mesures moins bruitées avec une dynamique plus importante du signal d'origine archéologique. Des variations plus fines deviennent alors mesurables et en particulier des phénomènes n'ayant laissé aucune trace visible sur le terrain. La figure 5 à l'image est une carte d'anomalie d'aimantation totale sur le site de Sauchy-Lestrée, Marquion, dans le Pas-de-Calais. On parle alors de fantômes magnétiques. Le nombre d'applications de ce type reste relativement faible, mais tend à se développer du fait d'un potentiel intéressant sur certains types de sols. Quelques exemples probants, notamment sur les sites néolithiques, sont à noter. L'exemple de Sauchy-Lestrée Marquion dans le Pas-de-Calais illustre cette application à la figure 5. Cette étude mise en œuvre sur le projet Canal Seine-Nord-Europe visait à déterminer si la géophysique et en particulier la mesure du champ magnétique local permettait d'apporter des éléments pertinents pour la compréhension des bâtiments sur poteaux très couramment rencontrés en archéologie. Les premières mesures réalisées au moment du diagnostic en 2009 sur 3 bâtiments datés du néolithique avaient notamment permis de mettre en évidence le bâtiment sur poteaux, bâtiment 700, non pas par une succession d'anomalies géophysiques engendrées par ces éléments constitutifs, mais par une zone de plus forte aimantation totale à l'intérieur de celui-ci. L'étude a été étendue lors de la fouille en 2011 et a permis d'obtenir une carte d'aimantation totale confirmant les premiers résultats du diagnostic. Des différences apparaissent entre les 3 bâtiments. On note la plus forte aimantation au niveau des bâtiments 600 et 700, avec un effet de paroi net sur les bâtiments sur poteaux plantés.
Bien qu'encore délicate à interpréter, la cohérence évidente de l'aimantation du sol avec le plan archéologique de ce bâtiment tend à lier ce phénomène à une origine archéologique vraisemblablement associée à des phénomènes de chauffe et ou à une plus forte concentration en matière organique. Ce type de cartographie offre donc une autre perception d'un site archéologique au travers de paramètres physiques difficilement appréhendables autrement sur le terrain. Elle se rapproche en cela de la cartographie du phosphore. La combinaison des deux approches se trouve d'ailleurs très bénéfique pour tendre vers une interprétation plus précise de l'impact anthropique sur le sol. Conclusion. Bien loin des prospections longues et fastidieuses et des cartes tracées à la main, la géophysique offre désormais des outils efficaces avec des résultats plus faciles d'accès pour un non-spécialiste. Ces différentes évolutions ont permis une certaine appropriation de la méthode par l'archéologue. Malgré cette facilité accrue, l'interprétation d'une carte géophysique, quelle que soit, reste un exercice difficile et seule une étroite collaboration entre géophysiciens, archéologues et géoarchéologues permet de tirer le meilleur parti d'une telle étude. À travers cette collaboration, réside certainement la plus grande évolution actuelle pour cette discipline qu'est l'archéogéophysique. L'intégration depuis quelques années des géophysiciens au sein d'équipes d'archéologie, et notamment en archéologie préventive, que ce soit en collectivité territoriale ou en IRAP, plaide largement en faveur de cette évolution. Il est évident que le rôle de la géophysique n'est pas de servir de palliatif à une archéologie préventive comme ce peut être le cas à l'étranger. Sans rentrer dans un système du tout ou rien, la géophysique se doit de trouver sa place comme une méthode complémentaire des techniques de fouille conventionnelles. Elle doit être employée de manière raisonnée dans le but de répondre à des problématiques précises, préalablement définies par l'archéologue et le géophysicien. Le premier colloque de préhistoire récente Nord-Sud intitulé « Méthodologie de recherche de terrain de la préhistoire récente en France. Nouveaux acquis, nouveaux outils 1987-2012 » s'est tenu à Marseille en mai 2012 à l'initiative des associations Rencontre méridionale de préhistoire récente et Internéo. Il réunissait pour la première fois une large communauté de néolithiciens du Nord et du Sud, venus confronter leurs expériences de terrain et débattre de leurs pratiques. En effet, en France, les 25 dernières années constituent une période de bouleversement considérable pour les méthodes de recherche sur la préhistoire récente. La mise en place des procédures d'archéologie préventive permet aujourd'hui d'aborder la fouille des sites avec des moyens inégalés qui conduisent à poser de nouvelles problématiques grâce notamment à une exploitation des données sur des surfaces plus importantes et à la mise en œuvre des nouveaux outils d'analyse. Cette période a également été celle d'une nécessaire forme de normalisation des méthodes de fouille et surtout des méthodes de détection des sites. Pourtant, les pratiques de prospection, de recherche et d'analyse restent souvent hétérogènes, parfois à juste titre, parfois par simple tradition régionale, parfois par méconnaissance d'expériences s'étant déroulées dans d'autres contextes géographiques. Enfin, cette période est celle de la construction du dispositif complet de l'archéologie préventive, tant sur le plan administratif et juridique que sur le plan des structures opérationnelles. Il s'agissait donc d'effectuer un retour sur expérience, sur cette période où les occasions ont manqué de porter un regard critique sur nos pratiques de recherche, autant dans leurs succès que dans leurs échecs.